Et donc, on débute. Donc, au sommaire de ce webinaire aujourd'hui, on va avoir la présentation du parcours du présentateur. Donc, moi, je vais vous présenter rapidement mon parcours, comment je suis passée de salarié à entrepreneur, mon parcours donc personnel et professionnel. Ensuite, je vais vous présenter le centre de formation Versus qui me permet de faire ce webinaire aujourd'hui. On va aller voir l'entrepreneuriat, est-ce que ça rend les Français plus heureux, plus épanouis. On va ensuite voir rapidement les facilitateurs et les obstacles de chaque statut, donc salarié et entrepreneur. Quelles sont les thématiques clés à aborder avant d'entreprendre? Et ensuite, la conclusion. Faut-il mieux entreprendre ou rester salarié? Donc, pour la petite histoire, moi, donc, je suis Caroline Carotti, j'ai 30 ans, je viens de région parisienne et maintenant je suis installée en Provence-Alpes-Côte d'Azur, dans le Var plus précisément, au soleil. Alors, vous pouvez vous dire que ça n'a pas d'importance, mais vous verrez que par la suite, si, ça a une grosse importance. Donc voilà, je me situe un petit peu au niveau géographique. Au niveau de mes études, donc j'ai fait un BTS assistante de gestion PME-PMI en alternance dans un cabinet comptable et j'ai enchaîné avec une licence ressources humaines, pareil, en alternance pour un gros concessionnaire automobile, Mercedes, qui est situé dans le sud. Mon parcours professionnel, j'ai créé ma première entreprise à 23 ans. Donc, j'ai créé relativement jeune. Donc, il n'y a pas d'âge pour entreprendre, déjà, pour commencer. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir entreprendre. C'était l'occasion, en fait. J'étais en fin de CDD. Je faisais un CDD de remplacement d'une dame qui était en congé maternité. On n'a pas voulu renouveler mon contrat. Donc, j'ai saisi l'opportunité, on va dire, d'entreprendre. Comment j'ai fait ça? Tout simplement parce que j'ai eu la chance d'avoir mon papa qui est expert fiscaliste et qui m'a proposé à ce moment-là d'entreprendre avec lui. Donc, j'ai saisi un petit peu l'opportunité au vol. C'est aussi ça, l'entrepreneuriat. Parfois, c'est des opportunités qui se présentent à soi, qu'il faut saisir ou non. Alors, on peut se dire, ah bah, c'est chouette, c'est facile d'entreprendre en famille. Oui et non. Ça a été facilitateur pour m'installer. Derrière, ça a été aussi beaucoup d'embûches. Donc, j'ai créé ce cabinet conseil en 2013. Donc, K Consulting and Management, c'est le cabinet conseil pour lequel je travaille toujours. Donc, en 7 ans, le cabinet existe toujours. Et malgré ça, donc à 25 ans, j'ai créé une SCI. J'ai fait mes premiers achats immobiliers qui m'ont permis de poursuivre après dans la gestion de location saisonnière, etc. J'ai créé une micro-entreprise en 2017. Alors là, je vais m'arrêter un petit peu là-dessus. J'ai voulu faire du conseil en images. Pourquoi? Le cabinet de conseil en entreprise, je travaille avec mon papa, c'est un petit peu compliqué personnellement d'allier le professionnel et la vie privée. Donc, il y a un moment donné où j'ai voulu arrêter le cabinet de conseil. Et j'ai dit, bon, je vais aller dans le conseil en images. Conseil en images, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est du relooking. Donc, je me suis formée pour ça. J'ai payé une formation de ma poche parce qu'à l'époque, je n'avais pas assez de compte personnel de formation, etc., pour prendre en charge ma formation. Le souci, c'est que les cordonniers sont parfois les plus mal chaussés et que j'ai fait l'erreur de ne pas analyser mon marché, ma situation géographique qui, à l'époque, n'était pas du tout la bonne, de faire des études tarifaires ou des choses comme ça. Et en plus de ça, je ne suis pas très bonne dans tout ce qui est prospection et commercialisation de mes propres produits. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Échec. J'ai essayé de tenir 1 an comme ça et ça a été très compliqué. Tout ça pour en venir au fait qu'il faut toujours, ça je vous en reparlerai après, mais là vraiment c'est quelque chose à prendre en compte. Quand on entreprend, quand on s'installe, surtout quand on passe d'un statut, il est essentiel de faire des analyses. Analyse, donc études de marché, analyse prévisionnelle. Moi, donc, je ne vous ai pas expliqué, mais le cabinet conseil en entreprise, ça consiste en quoi? En faisant des conseils au niveau comptable, fiscal et social. Pour ça, je vous dis les cordonniers les plus mal chaussés, parce que c'est ce que je faisais moi pour mes clients et pour moi-même, je ne l'ai pas fait. Je me suis lancée en me disant, oh, c'est bon, ça va le faire, il n'y a pas de souci. Et malheureusement, non.
Donc là, on se prend un mur, hein, clairement, en tant qu'entrepreneur. On se dit, mais mince, qu'est-ce qui s'est passé? On apprend à analyser après et à se dire, bon, bah, OK, je n'avais pas assez analysé. Donc, l'entrepreneuriat, c'est bien, mais il y a des avantages et des inconvénients, bien évidemment. Mais c'est comme pour tous, hein. Donc, le conseil en image, ça n'a pas fonctionné, malheureusement. Donc, je me suis raccrochée à mon cabinet conseil. Je me suis posé 1000 fois la question, est-ce que je retourne salarié? Je pense que tous les salariés se posent à un moment donné la question d'entreprendre. Et je pense aussi que tous les entrepreneurs, à un moment donné, se posent la question s'ils vont pas redevenir salariés. C'est toujours comme ça et c'est normal. Peu importe quel soit votre choix, vous aurez toujours des moments dans votre vie de remise en question. C'est normal. Le truc, c'est de bien analyser au niveau personnel et professionnel ce qu'on a à gagner ou à perdre à rester dans tel ou tel statut. Ensuite, j'ai créé une deuxième SAS. Donc, mon cabinet conseil est une première SAS, donc Société par Action Simplifiée. J'en ai créé une deuxième en 2018 en gestion de location saisonnière. Grâce aux achats immobiliers que Oui, j'avais ok. en amont, Mais, ok, ça j'ai marche, merci. pu À tout rencontrer à l'heure. un petit peu ce que c'était que la gestion de location saisonnière. Et du coup, j'ai créé ma société, je le laisse de côté, et je vais faire que de la location saisonnière. Sauf que la location saisonnière, comme son nom l'indique, c'est très, très saisonnier. Je vous rappelle que je suis dans le Var. Donc, en gros, on a des touristes 3-4 mois de l'année grand maximum. En 2018, quand je me suis lancée là-dedans, j'ai fait un été, j'ai travaillé comme pas possible pendant 2-3 mois. Et arrivé septembre-octobre, plus rien à faire, plus de travail, parce que les touristes étaient repartis. Et là, ça a été très, très compliqué. Pareil, redescente tout en bas où je me suis dit, waouh, qu'est-ce que je vais faire? Les remises en question, vraiment, en tant qu'entrepreneur, on les a très souvent. Donc là-dessus, je mets vraiment l'accent. Et malgré ça, je suis toujours là aujourd'hui. Quand j'ai fini la gestion de location saisonnière cette année-là et que j'étais vraiment pas bien, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été obligée de faire un bilan de compétences. Le bilan de compétences, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est d'aller voir un consultant, donc c'est des centres de formation qui sont spécialisés là-dedans. C'est un consultant qui va vous suivre et qui va vous montrer quelles sont vos compétences, quelles sont vos capacités, etc. Et au final, je me suis retrouvée avec la logique même du métier que je fais aujourd'hui, qui est consultante experte en création d'entreprise. C'était sous mes yeux, c'était le parcours que j'avais fait. Et au final, j'ai eu besoin d'être accompagnée, d'être formée pour savoir vraiment qu'est-ce qui me correspondait. Donc, aujourd'hui, je vais terminer là-dessus sur mon parcours à moi personnel. Aujourd'hui, je travaille donc pour mon cabinet de conseil en entreprise et pour la gestion de location. Je vais vous présenter très rapidement du coup le partenaire avec lequel je travaille qui est Versus. Comme je vous le disais tout à l'heure, moi je suis très mauvaise commerciale, je ne sais pas faire de la prospection. Quand on est entrepreneur, on a toutes les casquettes. On est autant la secrétaire que le commercial, que le financier, que l'exploitant, l'exécutant. On doit tout faire. Au début, quand on s'installe, on n'a pas forcément les moyens d'avoir 10 salariés et de dire, bon, bah, toi, tu fais le commercial, toi, tu fais la secrétaire, toi, tu envoies les documents comptables. Ça ne marche pas comme ça. Je mets ma petite casquette d'expert en création d'entreprise et je développe là-dessus. Donc, Versus, c'est un centre de formation qui est spécialisé de la formation et de l'accompagnement pour la création d'entreprise. On fait tout en présentiel ou en distanciel. Versus, eux, ils sont situés à Paris. Moi, je suis située en PACA. Ils travaillent avec d'autres personnes qui sont dans la Meuse, etc. Maintenant, en plus, avec la distance, avec la visio, le télétravail, tout ça, ça se développe vachement bien et on peut proposer du contenu hyper qualitatif. Donc, on va analyser maintenant quels sont les facilitateurs et les obstacles de la création d'entreprise. Donc, en tant qu'entrepreneur, alors parce qu'il y a des avantages et des inconvénients dans les deux profils, bien évidemment. Souvent, les avantages pour l'un sont les inconvénients pour l'autre. C'est un petit peu la logique. L'entrepreneur, la première chose facilitateur, donc les atouts, on va dire, c'est la liberté de décision. Alors, on a la liberté en règle générale, bien évidemment, puisque en tant qu'entrepreneur, on est beaucoup plus indépendant. Mais on a cette liberté de décision. Un salarié, il va être beaucoup plus soumis aux règles, au fonctionnement de la société, aux directives de ses managers, de ses patrons.
La chance de l'entrepreneur, c'est qu'il va prendre ses décisions lui-même. Alors, ça peut être un avantage comme un inconvénient. Ça, faut faire quand même attention. Parce que quand on se retrouve seul à devoir prendre ses décisions, parfois, on peut se tromper. Déjà, on ne sait pas forcément où aller. Et quand on se trompe, ça peut parfois avoir des lourdes conséquences. Je prends mon exemple personnel. La gestion de location saisonnière, j'ai voulu tout de suite prendre un logiciel pour gérer les locations, etc. Ça m'a coûté 3 ou 4 000 euros, je ne sais plus à l'époque, alors que je venais de m'installer. Je me suis dit, allez, je me lance là-dedans, j'investis, etc. Alors qu'au final, j'avais que quelques maisons à gérer. Avec mon Google Agenda, j'aurais pu très bien le gérer. Et là, c'était une mauvaise décision. C'est comme ça. Donc, on a cette liberté de décision où on se sent libre de dire, oh, c'est moi qui décide, c'est génial. Mais il faut faire quand même attention parce que ça peut être aussi un côté positif, mais déguisé. Hein. Ensuite, bien évidemment, on a l'autonomie. Forcément, quand on est entrepreneur, on vit sa vie, on est complètement autonome. Là, pareil, positif et négatif. Il faut toujours faire attention parce que cette autonomie-là, si on n'a pas ce pouvoir de se pousser parfois un petit peu à dire, allez, là, je ne suis pas motivée, je suis fatiguée, je n'ai pas envie, mais il faut quand même aller travailler. Ce n'est pas comme si on est employé et on a des horaires de toute façon. On n'a pas le choix d'y aller. On a ce cadre, si vous voulez. L'entrepreneur, il manque de cadre. Et si on ne sait pas se cadrer soi-même, ça peut être aussi un petit peu le piège. Donc, c'est pareil, hein, c'est positif, mais faut. Et puis, bien évidemment, pas de patron. On n'a pas la hiérarchie au-dessus. Donc, c'est ce que je vous disais. Pas de patron, pas de cadre. Pour certaines personnes, ça peut être compliqué de passer justement de quelque chose de très cadré à je suis tellement libre que aujourd'hui, je n'ai pas envie de travailler. Oui, mais il ne faut pas oublier qu'en tant qu'entrepreneur, les jours où on ne travaille pas, en règle générale, ça veut dire que c'est des jours improductifs. Qui dit que c'est improductif dit que forcément, on ne va pas gagner d'argent. On n'ouvre pas des sociétés, on n'est pas des associations. Hein, et le but, c'est quand même de faire entrer du chiffre pour pouvoir vivre derrière. Pour les employés, les côtés positifs, on va commencer par les collègues. Les collègues, c'est vrai que c'est sympa. Quand on arrive au bureau et qu'on échange sur sa vie perso, qu'on va faire une petite pause café et qu'est-ce que tu as fait ce week-end, etc. Ça peut manquer à l'entrepreneur. Quand on entreprend et qu'on est tout seul, faut faire la concession parfois, même si on est on peut potentiellement être très entouré, faire des salons, des choses comme ça, mais ça va rester très, très professionnel. Il y a des moments souvent où on va se retrouver seul pour faire le développement de notre entreprise, pour aller faire de la prospection, etc. Et ça ne correspond pas non plus à tout le monde. Il y a des gens qui ont besoin d'être entourés, qui ont besoin d'être stimulés, même d'avoir un cadre avec des collègues, etc. Donc ça, c'est le côté positif de l'employé par rapport à l'entrepreneur. Bien évidemment, aussi les congés payés. Quand on est entrepreneur, autant on est libre, autant les congés payés, c'est un revoir, en règle générale. Je m'explique. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de congés. Ça veut dire que déjà, les congés ne sont pas rémunérés. Les jours où on ne travaille pas, ça veut dire que c'est des jours improductifs. Et le mot congé, pour un entrepreneur, il est un petit peu fou. Rares sont les entrepreneurs qui arrivent à décrocher à 100% de leur entreprise. J'en suis l'exemple même. Moi, je pars en vacances. J'ai fait l'erreur, peut-être, que mon téléphone personnel, c'est aussi mon téléphone professionnel. Je ne peux pas partir en vacances sans téléphone. Maintenant, je vais forcément checker mes mails, rappeler mes clients si j'ai besoin, même si je suis en vacances. Et ça ne permet pas de décrocher à 100%. Un employé, s'il dit « moi, je pars en vacances », je pars en vacances, la société, ça ne me concerne plus, en règle générale, hein, attention, je fais vraiment des généralités. Hein. Un entrepreneur, il aura du mal à faire ça. Il faut bien avoir conscience que quand on entreprend, la société, elle reste dans notre tête H24, que ce soit en positif ou en négatif. On y pense tout le temps. Comment je vais pouvoir développer? Mince, j'ai oublié d'envoyer un mail. Ah bah, il est minuit et demi. Bon, bah, je ne vais pas le faire maintenant, mais je vais le faire demain. Ah bah, je vais mettre à jour mon agenda. C'est vraiment quelque chose c'est une gestion, une organisation qui est complètement différente. Et ça, il faut bien y réfléchir aux conséquences avant de vouloir entreprendre. Dernier facilitateur pour l'employé,
la stabilité de l'emploi. En règle générale, encore une fois, c'est vrai que quelqu'un qui arrive, qui est ou fonctionnaire, et alors là, il est tranquille, ou quelqu'un qui a son CDI, pour lui, ça va être déjà hyper sécure psychologiquement. Il sait qu'il a son salaire chaque mois qui tombe. Pour faire un emprunt, pour faire un crédit, vous allez voir les banques, c'est vachement plus facile que quand on entreprend. Parce que forcément, quand on entreprend, on a moins de stabilité au niveau du revenu, etc. Donc, la stabilité de l'emploi, c'est un petit peu ce qui va sécuriser aussi psychologiquement les personnes. Et c'est souvent ce qui va retenir les employés dans leur statut et de ni quitter l'entreprise pour laquelle ils travaillent, ni justement entreprendre parce que il y a plus cette stabilité en fait. Au niveau des obstacles maintenant, pour l'entrepreneur, on a bien évidemment, c'est ce que je vous disais juste avant, les revenus instables. En tant qu'entrepreneur, à moins que vous ayez un super contrat qui vous assure la même rémunération sur tant d'années ou tant de mois, hyper sécure. Et encore, ce n'est pas dit qu'on ne perde pas le client. Il y a toujours un risque qui existe. Du coup, on peut faire des super mois et des mois où on n'a quasiment plus rien. C'est le jeu. C'est le jeu de l'entrepreneuriat. Quand on va développer sa société, on va potentiellement faire de plus en plus de revenus. Mais, par exemple, voilà, une pandémie qui nous tombe sur le coin de la tête, on ne l'avait pas vu venir, forcément les revenus ne seront plus les mêmes. Donc ça, c'est pareil, c'est ce qui inquiète en règle générale les gens qui s'installent. Comment essayer de psychologiquement se dire « Ok, je sais combien je vais pouvoir me rémunérer sur tant de mois », c'est de faire un prévisionnel financier. Ça, ce sera toujours le mieux de savoir, mais ça, je le réaborderai un petit peu après, mais de savoir quel chiffre je vais devoir faire pour savoir combien de salaire je vais pouvoir me sortir, tout simplement. Au niveau des obstacles, on a forcément trop de travail. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, les congés, les jours fériés. Moi, ça m'arrive de travailler le samedi ou le dimanche. Travailler à 22h, je suis encore sur mon ordi. On n'est jamais... En fait, on n'a plus cette tranquillité d'esprit de dire on ferme la porte du bureau, merci, au revoir. Ça restera toujours en arrière-plan. Et encore plus, parce que peut-être il y en a parmi vous qui veulent entreprendre en famille. Quand on entreprend avec son conjoint, par exemple, alors là, déjà, on y pense H24, mais en plus, ça va rentrer dans les discussions, dans la vie perso. Donc, tout ça, ça à prendre en compte aussi, et ça peut être des obstacles parce que psychologiquement, et ça fait partie donc, du dernier obstacle qui est trop de stress, ça peut générer une dose de stress assez conséquente. L'entrepreneuriat, moi, je ne le conseillerais jamais à des personnes qui sont naturellement stressées, angoissées ou qui ont du mal à gérer leurs émotions. Pourquoi? Parce que ça va être forcément une dose de stress, pas toujours, attention, il y a des moments où on est très bien et au contraire, on est content d'être libre, de prendre ses décisions, etc. Mais ça peut être quand même une grosse source de stress. Donc là, méfiance. Et comment éviter aussi d'avoir trop de stress, c'est d'avoir bien préparé son projet en amont pour éviter tous les risques. Donc, étude de marché, prévisionnel, business plan, on est couvert, on sait à peu près où on va, même si un prévisionnel, comme son nom l'indique, c'est que des prévisions, on ne sait pas de quoi demain est fait, mais ça permet en tout cas d'éviter au maximum de prendre des risques inutiles. Les obstacles chez les employés, ça va être le salaire trop faible. En règle générale, les salariés, la plupart en tout cas de moi, ceux que je connais, se plaignent toujours de leur salaire ou aimeraient avoir une augmentation. Quand on est entrepreneur, on n'a pas de limite. À partir du moment où vous développez plus, vous gagnerez plus. C'est des calculs. Si vous ne gagnez pas plus, c'est que votre affaire n'est pas rentable ou que vos investissements ont été mal faits. Donc, l'avantage de l'entrepreneur, c'est vrai qu'on ne se dit pas, il n'y a pas de limite au final. On travaille pour soi. Si on veut gagner plus, on travaille plus. Il n'y a pas trop de secret là-dessus. Les obstacles chez les employés, pas de perspective d'évolution. C'est un petit peu pareil, ce que je vous disais. L'entrepreneur, lui, il peut toujours développer. Alors, il n'augmentera pas de poste. On ne peut pas être plus haut que le chef d'entreprise.
Mais au moins, on peut toujours développer. On a donc cette liberté de décision qui nous permet de dire, OK, demain, qu'est-ce que je veux faire? Dans quoi je veux développer? Vers quoi je veux me tourner? L'employé a beaucoup moins cette perspective d'évolution. À l'époque, il y a encore quelques années, on pouvait rentrer dans une société à bas échelon et monter au fur et à mesure. Aujourd'hui, c'est très complexe. C'est très, très complexe de pouvoir grimper comme ça. Je ne dis pas que c'est impossible, je dis que c'est plus compliqué. Parce qu'il y a les jeunes qui arrivent, il y a les formations, il y a tout ça. Et c'est compliqué maintenant de se faire sa place. Il y a également donc le manque de reconnaissance. Alors ça, c'est vrai que quand on est salarié, ça pareil, je l'ai beaucoup entendu et je l'ai vécu moi-même, on a beau travailler pendant des heures, on a beau faire des heures supplémentaires, montrer à son employeur qu'on est, le meilleur dans son boulot, etc. C'est rare d'obtenir des merci ou même des motivations, que ce soit par des primes ou des choses comme ça. Quand on est entrepreneur, moi, je le vois dans mon métier, on a beaucoup plus cette reconnaissance. Rien que vos clients qui vous disent: «Ah bah merci, ça j'y avais pas pensé» et c'est ces petites choses qui, au-delà de flatter l'ego, en fait, ça rassure. On se dit: «Ah bah génial, moi je sais que je me sens utile quand j'accompagne des gens à la création d'entreprise», qui créent ou qui créent pas derrière d'ailleurs. Peu importe, parce que la finalité, c'est pas forcément de créer, c'est de prendre conscience de: «Est-ce que mon projet est viable? Est-ce que mon projet est faisable? Est-ce que je le fais maintenant? Est-ce que je le fais plus tard?» C'est tout ça qu'on va aborder ensemble. Et on a forcément ce retour sur investissement personnel. Et ça, c'est vrai que c'est hyper valorisant et ça nous pousse à continuer dans ce monde de l'entrepreneuriat, malgré les difficultés qu'on a. Quand on est entrepreneur, on aura toujours des moments où ça baisse, comme les employés, hein, enfin, je veux dire, la différence, c'est que l'entrepreneur, il faut savoir pas être très bien pendant une journée ou deux, se dire: «Allez, je vais prendre l'air» et le lendemain, on cravache et on se relève. Et c'est peut-être ça le plus compliqué quand on est entrepreneur, c'est de se remotiver soi-même. Quand on travaille tout seul, c'est très compliqué de dire: «Allez, on ne se laisse pas le choix». Donc voilà un petit peu les facilitateurs, les obstacles. Ça, vous l'aurez dans la fiche, récapitulative, vous aurez tout. Et c'est là où il va falloir se poser les questions de savoir, quel est l'intérêt de rester employé ou d'entreprendre demain. Les thématiques clés à aborder avant d'entreprendre, ça reprend un petit peu ce que je viens de vous expliquer juste avant. La liberté, les responsabilités. Donc, est-ce que je veux être libre? Donc ça, je pense que la plupart diront oui parce que c'est aussi ça, être entrepreneur, c'est de dire, moi j'ai la liberté, liberté de gérer son agenda, liberté de décision, liberté de, voilà, hein, de tout, liberté d'aller travailler un peu d'où je veux, etc. Mais les responsabilités aussi que cela incombe. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. On a tout sur nos épaules. On est, la plupart du temps, on est seul, même si on a des associés, des choses comme ça, on est seul à pouvoir gérer. Si on se plante, on reste tout seul. C'est pour ça qu'il faut prévoir les risques avant. Il faut étudier de quel statut je vais me mettre, parce qu'on va plus forcément toucher le chômage, les choses comme ça. Donc, c'est beaucoup de questions à se poser. La liberté, oui, mais attention, les responsabilités que cela incombe derrière. Les revenus, bien évidemment. Est-ce que j'ai plus à gagner en restant salarié ou en étant entrepreneur? Euh, Pareil, il n'y a pas de bon ou mauvais statut. Il y a beaucoup de personnes qui me disent: «Ouais, moi, je veux être chef d'entreprise». On croit que c'est le Saint Graal, mais il vaut mieux être salarié et bien toucher ça, et bien gagner sa vie et pouvoir payer ses factures à la fin du mois plutôt que d'entreprendre et de pas gagner sa vie. Ça ne sert à rien. C'est pas entreprendre pour entreprendre, ça ne sert à rien. Euh, et encore une fois, ça dépend des profils des personnes, vraiment. Ça, j'insiste là-dessus. Ça dépend des profils, il n'y a pas de bon ou de mauvais statut. On va aussi réfléchir à l'équilibre entre le temps de travail et la vie perso. Il y a des personnes qui ne pourront pas forcément entreprendre, pas qu'elles n'ont pas envie, mais où l'équilibre ne va pas être respecté. Quand on entreprend, on veut tellement parfois se mettre dans son projet qu'on en oublie les horaires, qu'on en oublie que on a du monde à côté et que c'est bien de s'en occuper aussi. Et cet équilibre-là, quand on s'installe, on va travailler des heures et des heures. Moi, la personne qui vient me voir en tant que nouvel entrepreneur et qui me dit: «Moi, je veux être patron parce que je veux plus trop travailler, je veux bien gagner ma vie en faisant rien», alors là, je lui dis: «Non, tout de suite,
Ce n'est pas les bonnes motivations. En tant qu'entrepreneur, on travaille peut-être même plus. Je vous dis, en général, les week-ends, les jours fériés, moi, les jours fériés, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais plus ce que c'est. Alors, par contre, j'ai l'avantage de me dire, si mardi, je n'ai pas envie de travailler, bah, mardi, je ne travaille pas. C'est les tenants, les aboutissants. Donc, il y a vraiment un équilibre. Moi, j'ai réussi à le trouver aujourd'hui. Bon, ça fait 7 ans que je suis entrepreneur maintenant, mais moi, j'ai réussi à le trouver et je trouve ça génial. Tout le monde n'y arrive pas. Donc, c'est aussi une question, une thématique vraiment à aborder personnellement. La protection sociale. Alors, la protection sociale, je vais vous préciser un petit peu après, mais quand on est entrepreneur, quand on est chef d'entreprise, qu'on soit président ou gérant de SAS ou de SARL, il faut savoir qu'on ne cotise plus au chômage. Donc, bon, il y a des techniques, hein, mais là, je vais pas quitter mon rôle pour le webinaire aujourd'hui, mais on n'a plus ce chômage au niveau de la protection, au niveau de l'assurance maladie. Pareil, on n'a pas les mêmes garanties. Par exemple, un micro-entrepreneur, je vais lui dire, évitez de vous casser la jambe. Si demain, vous ne pouvez plus travailler, que vous êtes en micro-entreprise et que vous cotisez au micro-entrepreneur, je trouve que c'est un très bon statut, c'est le statut le plus facile, les micro-entreprises, mais derrière, on a aussi les conséquences. Pourquoi on ne paye pas cher? Pourquoi on n'a pas de comptable? Eh bien, c'est parce que derrière, il y a des inconvénients, dont la protection sociale. Donc, ça, j'aurai peut-être l'occasion de l'aborder pendant un autre webinaire ou pendant des formations au niveau des statuts juridiques. Mais voilà, la protection sociale, quand on est salarié, il faut le savoir. Quand on est salarié, on est au top de la protection. Voilà. Parce qu'on cotise à l'URSSAF, enfin, c'est l'employeur qui paye l'URSSAF, la retraite, etc. En tant qu'entrepreneur, ce n'est pas la même chose et ça, c'est vraiment à réfléchir et à prendre en compte aussi. Le bien-être au bureau, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a des personnes, ils ont besoin d'avoir ces interactions sociales. Donc, on peut le retrouver dans l'entrepreneuriat, mais on est quand même plus solitaire en règle générale dans l'entrepreneuriat. Donc, si vous avez besoin aussi d'avoir cette cohésion de groupe, etc., ça, il faut le prendre en compte aussi tout de suite. Pourquoi? Parce que le jour, sinon, vous allez vous retrouver tout seul. Ça va être hyper compliqué psychologiquement de se dire, ouais, il faut que je me motive. Alors, en plus, il faut que je me motive tout seul. Mais comment je vais faire? Je ne vais jamais y arriver. Donc, après, il faut y réfléchir. C'est juste pallier à dire, OK, quelles sont mes forces, quelles sont mes faiblesses? Ça sert aussi à ça, l'étude de marché. Autant on va étudier les forces et les faiblesses de son propre marché, clients, concurrents, etc. Mais il faut aussi étudier les forces et les faiblesses de soi, personnellement. On ne peut pas être bon partout. Et ça, c'est humain. Hein, je veux dire, c'est pour tout le monde pareil. Donc, il faut juste identifier où sont les forces et les faiblesses pour y pallier derrière. Donc, le bien-être au bureau, c'est hyper important. Et les évolutions possibles. En tant que salarié, on va se dire, OK, moi, aujourd'hui, je travaille pour telle société. Est-ce que je peux est-ce que j'ai envie, déjà, de grimper les échelons? Il y en a qui sont très bien dans leur poste et puis, je pense qu'ils ne sont pas dans le webinaire, du coup. Mais ils vont se poser la question de, est-ce que je peux évoluer? Est-ce que je peux changer d'entreprise? Est-ce que j'ai envie de faire une reconversion professionnelle? Et pareil, en tant qu'entrepreneur, qu'est-ce que j'ai à gagner à être entrepreneur? Les évolutions possibles en tant qu'entrepreneur, elles sont illimitées. Moi, pour vous dire, j'ai un cabinet conseil en entreprise et une agence de location saisonnière. Quand on regarde ça, au final de l'extérieur, on dit mais ça n'a rien à voir. Je suis d'accord avec vous, ça n'a rien à voir. Mais j'ai diversifié mes activités et les deux activités me plaisent autant l'une que l'autre. Donc, c'est ça aussi qui est génial dans l'entreprise, c'est qu'on peut se diversifier, on peut évoluer comme on veut. C'est ça aussi la liberté de dire je fais finalement un petit peu ce que je veux. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça ne fonctionne pas? Eh bien, pour ça, il faut se faire accompagner et bien réfléchir en amont. C'est tout. Pour la protection sociale, alors là, je vais passer très, très vite fait parce que je ne veux pas, sinon je vais vous faire une tête comme ça. Pour la protection sociale, quand on est salarié, on a droit au chômage et au minimum retraite. Quand on est entrepreneur, non. On ne cotise plus au chômage, c'est-à-dire que on prend forcément plus de risques. Demain, quelqu'un qui se lance dans l'entrepreneuriat tête bêche, qui n'a pas fait d'études, rien du tout, et qu'en plus qui n'a plus le droit à son chômage, demain, sa société, elle coule, il n'a plus que ses yeux pour pleurer. S'il n'a pas fait attention, s'il n'a pas mis d'argent de côté, etc., alors attention, je ne veux pas vous faire peur en disant ça, et encore une fois, il y a des astuces au niveau des statuts, etc., pour quand même pouvoir percevoir le chômage. Après, on a quand même des aides hein, aussi à côté. On a la chance
de vivre dans un pays où on est quand même relativement protégé. Mais c'est quand même à prendre en compte une fois qu'on change de statut, c'est quand même un gros changement. En cas de maladie, donc on a plus de jours de carence aussi. Et encore, pareil, le taux journalier d'indemnité, donc l'IJSS, l'indemnité journalière de la sécurité sociale, elle va baser sur votre salaire. Quand vous êtes employé et que vous avez votre salaire taux plein à 35 ou 39 heures, bon, bah, vous savez que vous allez être assez bien pris en charge pendant votre maladie. Quand vous êtes en micro-entreprise, gérant ou président d'une société, c'est beaucoup plus complexe. C'est pour ça que je vous dis, en règle générale, déjà, on se met rarement en arrêt maladie quand on est entrepreneur. On est malade, on est malade. Et puis ben, on prend sur nous et puis on travaillera mieux la semaine d'après. Ou alors les gens qui sont plus susceptibles d'avoir des problèmes de santé, ils vont prendre des prévoyances complémentaires, etc. Donc, on est quand même beaucoup mieux protégé là-dessus au niveau salarié. Ça, on ne peut pas dire le contraire. Un salarié paye 34% à peu près de cotisation sociale, mais le salarié, il s'en fiche un petit peu, puisque c'est l'employeur qui paye, bien que ce soit déduit du salaire brut, mais de toute façon, c'est tout le monde pareil. Un indépendant va payer beaucoup plus de charges. Pourquoi? Parce que déjà, on va avoir un statut, alors ou de TNS, de travailleur non salarié, ou de président, donc de cadre. Donc forcément, on paiera plus de charges. Les autres avantages au niveau du salarié, si vous travaillez dans des grosses structures, vous avez le droit, les chèques restaurants, les avantages du comité d'entreprise, les primes intéressement, vous êtes quand même mieux protégé. Si vous avez des organisations syndicales, si vous avez des chèques vacances, des choses comme ça, il y a quand même des avantages que vous n'aurez pas en tant qu'entrepreneur. Ça, c'est sûr. Il y a d'autres avantages. La liberté en fait partie, par exemple. Donc, c'est pour ça que je vous dis, il n'y a pas de bon ou de mauvais profil, c'est juste une étude de soi personnelle. Et pourtant, on voit que donc 43% des entrepreneurs français se disent optimistes, et ça malgré le fait qu'on ait eu le Covid, qu'on ait été confinés, etc. Ça a été 2 années là, qui ont été quand même un peu particulières, un petit peu compliquées. Moi, je suis hyper contente de voir, là, voilà, on est une trentaine, là, donc je me dis que malgré la pandémie, etc., il y a quand même encore plein de gens qui veulent entreprendre. Et moi, je trouve ça super chouette. Et il faut, de toute façon, parce que la vie continue, l'économie va reprendre. Et on voit donc qu'il y a 43% des entrepreneurs qui sont optimistes, contre 5%, alors là, je trouve ça très peu, mais ce n'est pas moi qui ai fait les chiffres, hein, mais 5% des salariés français se disent pleinement satisfaits de leur emploi. C'est quand même très peu. Quand on voit le delta entre les entrepreneurs qui sont satisfaits et les salariés, il est vrai que c'est rare de rencontrer des salariés qui se disent « Oh, moi, c'est au top, j'aime mon poste, j'aime mon patron, j'ai tout qui va bien, j'ai un salaire de fou, j'ai des évolutions. » C'est quand même relativement rare. Ceux qui ont entrepris, majoritairement, c'est pour devenir plus indépendant. C'est pour avoir cette notion de liberté. Je n'ai plus de patron, je suis autonome, je suis indépendant, je prends mes propres décisions. C'est moi qui suis le décideur de ma vie et de mon parcours professionnel. 44% pour le goût d'entreprendre. Alors, le goût d'entreprendre, c'est vraiment les gens qui ont entrepris parce qu'ils étaient contre ou qu'ils avaient du mal avec la hiérarchie. Ça, c'est pareil, c'est une question de profil. Il y a des gens qui ne supportent pas d'avoir une hiérarchie au-dessus d'eux. Donc, ils disent, moi, je crée mon propre emploi, je suis mon propre chef et encore une fois, c'est moi qui prends toutes mes décisions. 27% pour augmenter leurs revenus. Donc, vous voyez que ce n'est pas la majorité. Les revenus, ce n'est pas ce qui vient en premier en règle générale. Ça en fait partie, mais c'est la liberté qui prime sur les revenus en règle générale. C'est ce que je vous disais, même pour l'équilibre vie personnelle et vie professionnelle. Parfois, en tant qu'entrepreneur, on fait la concession de gagner un petit peu moins bien notre vie, mais d'avoir un confort de vie qui est quand même meilleur. Et 24% ont créé leur propre emploi après une période de chômage. Il y en a beaucoup qui attendent cette période de chômage pour faire le tremplin, en fait, en disant, bon, OK, maintenant j'ai du temps pour réfléchir. Qu'est-ce que je veux faire? Il y a quand même Pôle emploi maintenant qui prend en charge certaines formations, les accompagnements à la création d'entreprise, par exemple. On a aussi
la RCE, enfin, on a des aides à la création et à la reprise d'entreprise. Donc, on a la chance d'être dans un pays quand même où on est relativement aidé et accompagné. Il faut en profiter. Donc, pour tous ceux qui sont actuellement dans une période de chômage, n'hésitez pas à vous renseigner aussi sur les aides qui existent pour vous faire accompagner, les aides à la création, parce qu'elles sont là, elles existent, il faut en profiter. On va donc finir avec une petite conclusion salarié ou chef d'entreprise et ensuite, vous pourrez poser toutes vos questions. Donc, si demain, vous voulez entreprendre et bien gagner votre vie, il faut déjà, pour commencer, bien réfléchir aux conséquences sur votre quotidien. Ça, c'est la première chose, c'est de dire, OK, sur quoi ça va jouer? Si demain j'entreprends, qu'est-ce que ça va changer dans mon quotidien? Alors, moi, je vous le dis, ça va tout changer. C'est forcément, on n'a pas du tout le même statut, on n'aura pas les mêmes horaires, on n'aura pas le même investissement au niveau financier, personnel, de temps, etc. C'est une autre façon de réfléchir, vraiment. Donc, il faut déjà commencer par ça. Est-ce que je suis prêt à entreprendre? Est-ce que je suis prêt à m'auto-gérer? Est-ce que je suis prêt à me motiver moi-même, même s'il y a des jours où ce sera compliqué? Toutes ces questions-là, elles sont très personnelles. Donc là, personne ne pourra juger pour vous. Ensuite, une fois que tout ça c'est fait, et que vous dites, bon, allez, OK, moi, je me sens prêt. Peu importe quel est votre projet futur, faire une étude de marché complète. Et alors là, j'insiste, mais alors là, vraiment, j'insiste. L'étude de marché, qu'est-ce que j'entends par étude de marché complète? C'est de dire, je vais étudier qui sont mes clients, donc la segmentation de la clientèle, qui sont mes concurrents, quels produits ou quelles prestations de services je vais vendre. Ça va vous permettre, une fois qu'on a analysé tout ça, de savoir quel tarif vous allez pouvoir appliquer. Est-ce que je me mets en bas de gamme, milieu de gamme, haut de gamme, du luxe? Peu importe, que ce soit dans la prestation ou dans la vente de marchandises, c'est un peu pareil. Ça vous permettra d'éviter ce que moi, j'ai fait avec le conseil en images et où je me suis complètement plantée puisque je n'avais pas fait d'études de marché. Donc, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Moi, je suis du Var. Moi, je suis dans le centre Var, donc je suis dans la campagne. J'ai voulu créer une entreprise sans bouger de chez moi, en me disant les clients vont venir à moi. Alors déjà, au niveau commercial, ce n'était pas bon, mais sans faire d'études de marché, je ne me suis pas rendu compte que je n'avais pas la clientèle. Alors, je n'avais pas la concurrence, mais forcément, parce qu'il n'y avait pas de clientèle à cet endroit-là. J'aurais été sur Nice, Saint-Tropez, Cannes, j'aurais eu la clientèle pour cette activité-là, mais comme je n'ai pas fait mon étude de marché, eh bien forcément, quand on n'a pas la clientèle en face, ça ne peut pas fonctionner. Donc, le lieu géographique, le nombre de concurrents, qui sont mes clients, quels seront mes tarifs aussi. Si on se met trop cher ou si on se met trop bas, ça ne va pas aller non plus. Donc, l'étude de marché, elle sert à ça. Et l'étude de marché, elle sert aussi à quelque chose d'essentiel. Alors, ça, prenez-le bien en note. C'est de pouvoir évaluer quelle sera votre plus-value. Ça, c'est l'essentiel. Qu'est-ce que vous allez proposer de plus à vos clients que vos concurrents proposent? Quelle sera votre plus-value? Moi, par exemple, quand je propose l'expertise en création d'entreprise, ma plus-value, je sais que c'est justement mon expertise parce que j'ai travaillé et je travaille toujours en tant que conseillère comptable, fiscale et sociale. Donc, moi, c'est ça que je propose. Ma plus-value, elle est là. C'est mon expertise. Je prends quelqu'un qui vend des marchandises, par exemple, sa plus-value, ça va être peut-être de proposer des petits cadeaux ou un système de fidélisation qui va être bien pour ses clients. Qu'est-ce qui fait que vos clients ils vont vous choisir vous plutôt qu'un autre? Donc, l'étude de marché, elle sert vraiment à ça et à pouvoir se positionner au niveau des tarifs. Une fois qu'on a positionné nos tarifs, ça nous permet d'effectuer le prévisionnel financier. Prévisionnel financier, c'est quelque chose qui est établi sur 3 à 5 ans en règle générale, généralement 3 ans. Et pourquoi je mets effectuer un prévisionnel financier? L'important, c'est pas d'aller voir un comptable et lui demander de se faire le prévisionnel, ça c'est trop facile. Ça, à la limite, vous pouvez le demander quand vous avez besoin d'aller voir une banque pour faire un emprunt, par exemple. Mais il faut le faire soi-même. C'est là où c'est important de se faire accompagner par des gens un peu comme moi, des formateurs, etc., qui sont spécialisés là-dedans.
Des fois, ça paraît très compliqué de faire un prévisionnel financier. On se dit, ouais, moi, les chiffres, j'aime pas ça. Ça, je l'entends tous les jours. Je suis pas comptable. Moi, j'aime pas les chiffres. OK. Mais un prévisionnel financier, demain, vous créez votre entreprise. C'est pour vous que vous allez la créer. Il faut que vous connaissiez vos chiffres. C'est important de savoir quel est mon seuil de rentabilité, combien de produits, combien de services il faut que je vende pour absorber mes charges et savoir combien je peux me sortir en salaire derrière. C'est essentiel. Le fait d'être accompagné pour le faire, ça vous aide à comprendre le mécanisme. C'est dur de le faire tout seul. Je comprends bien ça, que ce soit dur de le faire tout seul. Le prévisionnel financier, en fait, pour vous résumer, ça va être, c'est comme faire le budget pour la maison. De dire, bon, bah, OK, j'ai autant de loyers, j'ai autant de taxes foncières, taxes d'habitation, l'eau, l'électricité, le téléphone. Un prévisionnel financier pour une entreprise, c'est la même chose. Combien je rentre en chiffre d'affaires et quelles vont être mes charges? Et à la fin, on voit, est-ce que je suis en bénéfice, est-ce que je suis en perte, sur quoi je peux pallier, etc. Donc ça, hyper, hyper important. Bien sûr, pour ce faire, vous pouvez être accompagné. Donc, c'est ce que je vous disais, les cabinets conseils, les cabinets comptables. Attention, tous les cabinets comptables ne sont pas forcément des cabinets conseils. Faites attention à ça. Les centres de formation ou le mentoring. Vous pouvez aussi prendre un mentor. Qu'est-ce que c'est qu'un mentor? C'est quelqu'un qui a réussi là où vous voulez aller, hein, et de le prendre en modèle, lui demander comment il a réussi, comment il a fait, et de suivre un petit peu ses pas. Je vous invite donc à noter l'adresse mail n'importe quoi, le site web de Versus. Vous allez sur versus.fr, même par curiosité, vous verrez toutes les formations qui peuvent être proposées, les formations et les accompagnements qui peuvent être proposés. Pour finir dans cette conclusion, où qu'en soit votre réflexion à ce jour, quel que soit votre âge, alors ça, j'insiste là-dessus. C'est pas parce qu'on se dit on est trop jeune, il n'y a pas de on est trop jeune ou on est trop vieux pour entreprendre, jamais. Moi, j'ai entrepris, j'avais 23 ans. J'avais aucune expérience dans le conseil en entreprise, etc. Je me suis formée, j'ai appris sur le tas. Il y a des gens qui, à 16 ans, sont assez matures et ont l'envie de créer leur entreprise. Il y a des gens, ça va être sur le tard. Il y a des gens, moi, que j'accompagne, qui ont 55, 60 ans et qui veulent créer leur société. Donc, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de niveau d'études, il n'y a pas forcément d'expérience professionnelle. Je m'explique par là. Il y a des gens qui veulent créer leur société en étant en reconversion. Il n'y a pas de problème. À partir du moment où vous avez vraiment l'envie de le faire et vous vous y mettez à 100% dans votre projet, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Si tout a été bien étudié, que vous avez l'envie, que vous avez fait une étude de marché, que les prévisionnels, si tous les feux sont ouverts, il faut foncer. Chaque personne est différente, chaque personne est unique. Donc, c'est pour ça que je ne vais pas pouvoir vous dire, moi, oui, il faut entreprendre absolument, ou oui, non, rester salarié, c'est plus facile. Vraiment, chaque personne est différente. Le choix d'entreprendre vous appartient. Là-dessus, pareil, c'est important de prendre en considération. Vous aurez, le jour où vous voulez entreprendre, vous aurez tous les sons de cloche. Si vous avez une famille, par exemple, ou des amis qui sont tous salariés, il y en a plein qui vont dire « Oh non, mais t'es fou d'entreprendre, c'est super risqué, etc. » C'est vrai que quand on n'a que des avis comme ça, on se dit « Mais mince, qu'est-ce que je vais me lancer là-dedans? Est-ce que je ne prends pas trop de risques ?» Alors, il faut écouter les gens autour, il faut écouter les avis, mais il faut garder aussi son propre avis et sa propre autocritique où on se dit, bon, OK, là, est-ce que moi j'ai envie de le faire ou pas? Si vous sentez que c'est fait pour vous, lancez-vous. Par contre, si vous ne le sentez pas, ne le faites pas. Entreprendre, c'est un changement de vie complet. Donc, si à ce moment-là, vous ne vous sentez pas prêt, ça ne veut pas dire que vous ne le ferez jamais. C'est-à-dire peut-être qu'à ce moment-là, vous n'êtes pas prêt à le faire. C'est tout. Est-ce que rester salarié est la solution de facilité? À court ou moyen terme, oui, parce que il est souvent dit qu'il est plus facile de trouver un emploi. Avec les taux de chômage en ce moment, c'est un peu compliqué, mais en règle générale, en tout cas, c'est la croyance française de dire c'est plus facile de trouver un emploi. Ce qu'on peut faire par contre, c'est de démarrer une activité tout en restant salarié. Et ça, c'est un peu l'astuce de dire, OK, je sais que je vais travailler plus parce que je vais avoir peut-être un temps plein à côté, mais je vais essayer de développer le soir, le week-end, une petite société et voir un petit peu si ça mord. Est-ce que ça prend? Est-ce que je peux développer? Comme ça, on a la sécurité du salarié,
On peut dire j'ai mon salaire. Et en même temps, on a la liberté de se dire, ah bah, quand je veux switcher, je pourrais le faire. On peut profiter donc de la prise en charge des formations et des bilans entrepreneuriaux qui vont vous aider à étudier la faisabilité et la viabilité de votre projet. Il ne faut jamais rester tout seul dans son projet. C'est très bien de se faire accompagner. C'est très important. C'est ce que font la plupart des entrepreneurs. Réfléchir, se renseigner, se faire accompagner. Versus, bien évidemment, est présent à chaque étape de votre réflexion. C'est ce que je vous disais. Je vous mettais l'adresse du site web. N'hésitez pas à aller le consulter. Je vais finir là-dessus. Et ensuite, je répondrai à vos questions. Pour terminer, les questions principales à se poser, pareil, hein, elles seront dans le petit livret qui vous sera envoyé par PDF. Posez-vous ces questions. Qu'est-ce que j'ai à perdre en quittant mon poste de salarié? Qu'est-ce que j'ai à gagner en me créant mon emploi sur mesure? Est-ce que je suis prête à prendre des risques et à m'auto-gérer? Parce que c'est vraiment ça. Est-ce que c'est possible de créer mon activité en restant salarié? Pourquoi pas? Et par qui puis-je être accompagnée dans ma prise de décision? Ça, c'est vraiment les 5 questions de base qui sont à se poser pour commencer son travail de réflexion. Après, là, on est une trentaine à discuter. Vous n'en êtes pas forcément au même niveau de votre réflexion. Mais même si vous avez avancé dans votre projet, n'hésitez pas quand même à vous reposer ces questions. C'est très important de savoir où on va. Et de prendre conscience des risques. Voilà, c'est aussi ça, pour les mesurer en fait.